Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. Alors, on va parler de pédocriminalité, on va dire surtout de la pédopornographie, notamment en ligne. Je vais vous donner quand même quelques éléments afin d'alimenter un petit peu votre réflexion, parce que à la limite, aujourd'hui, on pourrait tous dire, évidemment, on se range tous vers tout projet qui pourrait aujourd'hui protéger nos enfants en ligne, notamment. Mais là, en ce moment, on est sur une actualité assez chaude. Je sais que Pierre, toi, tu as lu aussi beaucoup de choses, donc tu pourras peut-être réagir par rapport à cette introduction qui risque d'être un petit peu longue, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir donner en fait un maximum d'éléments pour construire son argumentation. Alors, je me suis beaucoup appuyée sur deux articles en particulier. Il y en a un signé par Le Monde le 25 septembre, qui est particulièrement dense et qui souligne en fait toute la bataille d'influence autour d'un texte aujourd'hui européen autour de la pédopornographie en ligne, et d'une double page également du Figaro du 27 septembre qui révèle aussi en fait aussi tous les conflits qu'il y a autour des rapports. Alors, en ce moment, c'est d'actualité également parce que d'une part, il y a un projet de loi européen pour lutter contre la pédopornographie en ligne qui s'appelle César. Pas César, c'est C-S-A-R. Et puis, il y a surtout en ce moment une énorme communication qui est faite suite à l'élaboration du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, qui dresse en fait un tableau qui est quand même assez terrifiant, un constat terrifiant sur l'explosion de la violence des sites internet en ligne qui diffusent des contenus pornographiques, les dérives en fait de toute cette industrie, les limites également de notre univers également judiciaire, et donc de la justice. Et aujourd'hui, on parle même, je vais reprendre les propos de Lisa Wipf, une magistrate, qui dit que qu'aujourd'hui on estime qu'il y a une génération qui est carrément sacrifiée, celle des 5-15 ans. Donc on a un constat qui est assez douloureux. Moi je vais vous en parler tout à l'heure, mais là dans ce salon de discussion, j'aimerais quand même qu'on puisse aussi l'orienter de par aussi la proposition de loi européenne qui est faite et la controverse et les questions que ça soulève. Alors, je vais reprendre juste une phrase de Ylva Johansson qui disait, commissaire européen, les défenseurs de la vie privée parlent très fort, mais il faut aussi que quelqu'un parle pour les enfants. Donc, je pense qu'au départ, en 2021, lorsqu'elle portait ce propos, elle n'imaginait certainement pas qu'en même temps qu'aujourd'hui, l'une des propositions législatives, que ce serait l'une des propositions législatives les plus controversées à Bruxelles depuis des années. État des lieux déjà alarmant, qu'on soit bien d'accord que nous parlons quand même d'un sujet qui est quand même très important, très sensible, qui nous concerne tous, parents ou non-parents. C'est le fléau de la pédopornographie.
qui met en scène des enfants victimes, on va dire, aussi d'abus sexuels. Rien qu'en 2023, on nombre à peu près de 15 000 cas d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne qui ont été signalés en Europe. Ça, c'est d'une manière générale, parce que c'est pas uniquement la pédographie en ligne. On a aussi un autre chiffre, et vraisemblablement la crise sanitaire a aussi contribué à exploser, on va dire, un certain nombre de chiffres, puisqu'il y a une augmentation de 300% des cas de viol, d'agression sexuelle entre les mineurs, et les rapports relient en fait ces agressions au fait qu'il y a une exposition de plus en plus précoce, on va dire, y compris chez les moins de 10 ans, avec une prévision également basée sur les moins de 5 ans. Alors il y a par rapport à cela en fait un défi aussi pour la justice française qui doit opérer à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est. C'est pas que la seule zone qui est pointée, mais entre autres quand même. Difficulté de collecter des preuves, sortie aussi des prédateurs de détention provisoire en raison de la crise, etc. Tous ces éléments font qu'on parle aujourd'hui de fléau. À côté de ça, dans le système judiciaire, je vous disais qu'il y avait aussi quelques défaillances, c'est que déjà ils sont confrontés à une tâche qui est quand même herculéenne. Les coupables utilisent aussi des méthodes extrêmement sophistiquées pour se dissimuler, pour échapper aux enquêtes, mais également parce qu'ils exploitent beaucoup des services de messagerie chiffrés pour coordonner en fait leurs activités. Donc là, vous entendez déjà cette idée de service de messagerie chiffrée dont on va revenir dans quelques instants. Donc face à ce constat, l'Union européenne se penche sur une proposition de règlement qui vise évidemment à lutter contre la pédopornographie en ligne, mais on va voir que tout ça, ça pose énormément de questions. Et là, vraiment, si vous n'avez pas lu cet article Le Monde, je vous le recommande. Je vais essayer de résumer. Pierre, je sais que tu l'as lu. Il est quand même, il est dense. C'est assez compliqué de tout révéler, et on va pas le faire. On va surtout résumer, de dire que voilà, Le Monde avec d'autres médias, ils ont mis en fait en lumière que le règlement CSAR, qui est actuellement donc en discussion, et qui vise en fait à détecter automatiquement les contenus pédopornographiques sur les plateformes en ligne. Eh bien, cette enquête a mis en lumière qu'il y avait des allégations qui étaient assez troublantes d'influence industrielle, de lobbying industriel, des organisations qui étaient liées à l'industrie technologique, à côté évidemment des associations qui veulent protéger, on va dire, les enfants. Et donc, ces technologies, on va dire cette enquête, pardonnez-moi, ont apporté des preuves qu'il y a eu aussi des échanges avec la commissaire européenne, et notamment avec cette société qui s'appelle Torn, qui est une organisation qui vend des outils d'IA de détection d'abus sexuels, qui le vend d'ailleurs à d'autres plateformes déjà, et qui aurait eu accès en fait à un certain nombre d'informations, on va dire des accès privilégiés avec les législateurs, mais aussi d'autres informations. Évidemment, voilà, pour pouvoir obtenir des données et certainement obtenir, on va dire, ce marché. Alors, c'est une société américaine, il me semble, Pierre. Attends, je sais pas. Alors, à connaissance, Voilà. oui. Alors, je précise quand même une chose. Je n'ai pas lu Ah, l'article d'accord. du Monde parce que il est derrière Paywall et je suis pas abonné. Par contre, j'en ai vu passer des morceaux. Je crois qu'au départ, ça vient d'un journal américain. Je l'ai vu passer par les biais américains. C'est peut-être, alors je sais plus si c'est le Washington Post ou le New York Times qui a sorti un article ou un autre. Il y avait Balkan quelque chose, un truc de journaliste qui s'appelle Balkan quelque chose. Donc il y a déjà, on connaît déjà effectivement quelques détails. C'est effectivement des sociétés qui vendent une société qui vend des logiciels de surveillance et qui évidemment a tout à fait envie que son logiciel soit Tout à fait. utilisé. Et voilà, c'est quelque chose qu'on remarque de toute façon dans pas mal de lois, même en France, sur des sujets
moins grave. Il y a souvent du lobbying derrière pour des industriels de la surveillance. Il y a un autre acteur qui est également révélé, c'est WeProtect, qui également a des liens avec des hauts fonctionnaires de la Commission européenne. On va pas se leurrer, chercher un outil et développer un outil, c'est forcément quelque chose d'onéreux. Il y a des entreprises qui le font et qui ont à la fois la technologie et l'expertise, donc on va pas encore se le cacher, ça fait partie, on va dire, de l'écosystème, sauf que là, on est encore sur des questions aujourd'hui, entre autres, pas simplement de lobbying américain, mais d'ailleurs c'est lobbying même hollywoodien, puisqu'il y a un acteur qui est fondateur, mais pas fondateur, mais actionnaire et qui a aussi joué un rôle. Mais on est aussi sur la notion de doté et de data et de données. À partir du moment où on vous ouvre les portes pour accéder en fait à un certain nombre de données, c'est problématique. Et on va voir pourquoi c'est problématique au niveau des données. C'est que la proposition aujourd'hui, on va dire, du règlement, finalement, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle le Client-Side Scanning, qui propose en fait un mécanisme de pouvoir identifier sur les plateformes qui sont en ligne s'il y a des contenus qui sont échangés entre les utilisateurs pour détecter images, vidéos, messages pédopornographiques. Donc, vous comprenez bien que grâce en fait à ce type d'outil, on va finalement pouvoir s'immiscer, on va dire, dans les conversations. Alors, il est dit à un moment donné que ça ne serait pas sur tout le chiffrement, sauf qu'à partir du moment où on commence en fait à ouvrir une porte, comme on dit très souvent, ce qu'on appelle les portes dérobées, ça permet en fait d'aller un peu plus loin. Et donc, on voit aussi ici que dans le projet de loi, on est déjà dans une forme de coopération entre public et le privé. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et donc, aujourd'hui, celles et ceux qui montent au créneau parce que critiquent en fait ce projet de loi posent quand même un certain nombre de questions qui sont violation de la vie privée, parce que si on commence à compromettre le chiffrement de bout en bout, on dit que le chiffrement de bout en bout, c'est ce qui vous permet de sécuriser les échanges en messagerie privée. Donc à partir du moment où on permet de pouvoir scanner s'il y a des contenus, messages, photos, images, ça veut dire que finalement les plateformes auraient accès à tout, finalement. C'est leur ouvrir une porte, ce que je disais. Donc ça pose des questions sur, pardonnez-moi, sur la vie privée, sur la protection de la vie privée, la surveillance des messages privés. Et puis, vous avez aussi d'autres questions qui sont évidemment des questions qui sont techniques, et puis des débats autour de la priorité. Ça, c'est un petit peu globalement comment je pose un petit peu le sujet. Je ne sais pas, par rapport à ce que je viens de faire comme résumé, si toi tu ne l'as pas lu, Pierre, et si les autres qui ont écouté ont envie déjà de me poser des questions, est-ce que c'était suffisamment clair? Est-ce que j'ai posé en fait le débat en vous faisant un peu le résumé de toute cette enquête? Ça me paraît tout à fait, oui, ça pose tout à fait bien le sujet. Peut-être une distinction qui serait, je voudrais apporter 2-3 distinctions en fait. D'abord, il y a une évolution sur les systèmes de surveillance. Historiquement, les systèmes de surveillance étaient faits, on mettait quelqu'un sur écoute lorsqu'il était soupçonné de quelque chose. Et donc, a priori, on avait des intrusions dans la vie privée qui étaient ciblées sur des personnes suspectes, qui étaient soumises à une enquête pour obtenir des preuves éventuellement. Et en fait, avec le numérique, on commence à assister, alors c'est encore le cas même en numérique, mais on commence à assister à un renversement du système où, au lieu d'utiliser le système pour accumuler des preuves contre des suspects, on va carrément utiliser le système pour détecter les suspects. Donc ça veut dire que c'est comme si par rapport à l'ancienne doctrine, c'est un peu comme si on était tous suspects par défaut et qu'on soit susceptible d'être mis en difficulté si on trouvait des contenus. C'est un peu une sorte de perquisition numérique permanente qui est demandée en fait. Ça c'est la première chose sur les intrusions dans la vie privée sur les systèmes numériques. La deuxième chose, c'est que
on a certains opérateurs, ça a eu lieu suite à l'affaire Snowden, donc Edward Snowden qui a révélé les systèmes d'écoute massifs de la NSA, ça fait une dizaine d'années maintenant, qui effectivement faisait ça, écouter de manière indiscriminée un maximum de trafic sur Internet non chiffré pour détecter des projets terroristes, enfin de la délinquance diverse, enfin des choses pour les services de renseignement. Donc en réaction à ça, il y a eu un déploiement pratiquement partout sur Internet de systèmes de chiffrement. C'est pour ça qu'on est tous passés avec des petits cadenas sur la plupart des sites web. C'est pour ça qu'il y a des messageries comme WhatsApp ou Signal qui chiffrent les messages de bout en bout. Et là, on utilise des procédés cryptographiques qui sont en gros imparables, pour simplifier un peu. C'est-à-dire que ce sont des systèmes mathématiques et il est impossible, sans un effort considérable, donc des centaines de milliers d'années ou de millions même, de calcul pour essayer de retrouver pour essayer de débloquer, casser le code, décrypter on dit. Donc il y a des systèmes mathématiques qui sont quasiment imparables, même pour les services de renseignement, sauf à employer des efforts énormes pour casser en particulier une connexion. Parce que justement, on revient dans ce cas-là au système ancien d'écoute ciblée. Et là, en fait, ce que demande le projet de loi européen, c'est de pouvoir en fait avoir des portes dérobées d'une façon ou d'une autre dans ces services-là, pour pouvoir, malgré ce système de chiffrement, pouvoir y accéder par une extrémité ou l'autre, c'est-à-dire soit du côté de l'utilisateur sur son téléphone, soit du côté du fournisseur de service. Enfin, ça va plutôt être sur le téléphone, pardon, parce que c'est du chiffrement de bout en bout. Donc, en théorie, le service lui-même ne peut pas déchiffrer ce qui circule. Et par ailleurs, il y a eu aussi une tentative. Alors, je ne sais pas exactement où en est le projet européen, parce qu'il y a énormément de controverses effectivement autour du sujet. Ce qui a été tenté aussi, ça avait été tenté du côté de chez Apple, des systèmes de scan de tous les contenus sur nos téléphones pour détecter des images pédopornographiques et éventuellement les renvoyer aux autorités. Enfin, donc on pouvait avoir, ça aurait tourné sur le téléphone de tout utilisateur. Et là, c'était pas de la détection de n'importe quel contenu, c'était de la détection d'images déjà repérées. Donc on fait ce qu'on appelle un hash, et on essaye. Donc il y a des images qui sont repérées déjà par la police comme circulant dans les réseaux pédocriminels en fait. Et donc, le système a visé à repérer des images déjà connues sur des téléphones pour limiter, disons, le degré d'intrusion. Et donc, après, le problème de tous ces systèmes-là, c'est que typiquement, ça commence par le pédopornographie, éventuellement le terrorisme, et puis c'est étendu systématiquement au fil du temps. Donc, ça veut dire que on commence, enfin là, on demande des précédents pour protéger les enfants, ce qui est donc la démarche de protéger les enfants de ces crimes-là est tout à fait normale et légitime, mais on demande en fait d'introduire des précédents dans notre vie privée, en fait, dans le viol de notre vie privée. Donc ça pose énormément de problèmes, et il y a probablement, enfin et même certainement, il y a des méthodologies et des lois qui seraient plus ciblées et plus utiles, des mesures en fait, voilà, des mesures législatives probablement plus utiles que ce genre de mesures extrêmes en fait. Écoute, Voilà, j'ai ah terminé mais pour non, non, l'instant. Désolé de la longueur du. non, mais moi je le trouvais très très clair. Puis j'ai beaucoup aimé le fait que tu avances aussi cette idée de perquisition permanente. Je me permets de faire un update. Je vais pas recommencer toute mon introduction où j'ai donné des chiffres et état des lieux et compagnie. Mais comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver, donc vous dire concernant la pédocriminalité. Alors, oh la pédo, à chaque fois je vais dans la criminalité pédopornographie. Nous sommes sur un constat qui est alarmant au niveau des chiffres. Nous sommes sur un constat où on parle même de génération sacrifiée, où de plus en plus les enfants très jeunes sont aujourd'hui exposés en fait à des contenus pornographiques. Nous sommes face à une justice aujourd'hui qui n'a pas les moyens et qui est aussi face à des criminels qui utilisent en fait plein d'astuces, notamment en utilisant les messageries privées. Et donc une proposition de loi qui
on va dire, soulève deux éléments, je pense, importants. Le résumé que j'ai fait tout à l'heure concernant le lobbying d'industriels de l'industrie, excusez-moi, technologique américaine qui propose en fait un outil permettant de pouvoir détecter des contenus dans nos messageries, des contenus pornographiques, donc messages, photos ou vidéos. Et donc, face à cette proposition de loi, là, tu as, à mon sens, donné quand même un élément qui est super important. C'est là où auparavant, on cherchait des éléments de preuve face à des criminels qui étaient identifiés, suspectés. Là, en fait, l'idée, je veux dire, qui est portée dans ce projet, ce serait en fait de finalement contrôler tout le monde. Et ça soulève plein de questions sur notre vie privée, évidemment, mais c'est sur le fait aussi que ce qu'on appelle des portes dérobées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à ouvrir, à casser le système de chiffrement et qui permet de garantir une certaine confidentialité de vos échanges, eh bien, en fait, on crée aussi un précédent, on permet en fait de créer en fait une faille également dans le système, une faille technique. Tu vas me dire si j'utilise pas les bons termes. Et puis, on n'est pas à l'abri aussi des faux positifs, c'est-à-dire en fait des contenus qui seraient détectés à tort comme étant pédopornographiques. Donc ça fait partie aussi des alertes. Est-ce que j'ai pas utilisé des termes, de Oui. mauvais termes, tout va bien? Non, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, je voulais ajouter un argument. Alors déjà, effectivement, il y a un risque de faux positif suivant l'étendue de ce qu'on essaie de détecter. Évidemment, il y a aussi, là, il y a de ce que j'ai compris, il y a déjà des lois qui permettent en fait aux acteurs, donc les services qui hébergent des contenus, qui leur permettent de signaler spontanément, de décider en fait de leur propre chef, ça doit être sujet au CGU, de scanner les contenus des utilisateurs et de les envoyer aux autorités en cas de détection de contenu pédopornographique. Donc ça c'est une chose. Et il était question de faire une obligation. Ça c'est la première chose. Ensuite, sur le chiffrement de bout en bout, ce sont des procédés mathématiques. Donc, de toute façon, si quelqu'un souhaite réaliser un système qui ne serait pas, en supposant que la loi impose des portes dérobées, le procédé technologique de base reste de toute façon un procédé mathématique qui est absolument imparable. Donc, si quelqu'un veut décider de ne pas respecter la loi, il peut de toute façon se protéger de manière imparable. Donc, ça veut dire que si ce genre de porte dérobée est imposé dans les systèmes qu'on utilise nous tous les jours, on sera notre vie privée sera potentiellement violée, mais les criminels, eux, sauront se protéger et sauront utiliser des systèmes où, de toute façon, ils sont là pour violer la loi, donc ils seront pas une protection près, même si celle-ci est illégale. Donc en fait, ça peut même poser pour les services de police des problèmes de disparition de ces criminels des plateformes les plus connues et les plus visibles, et donc en fait une difficulté plus grande à les retrouver. Donc ça pose pas mal de problèmes en fait. Les services enquêteurs sont pas forcément toujours favorables à ce genre c'est un peu la même chose que pour la disparition des contenus. On fait disparaître les images, mais l'avantage des images entre guillemets, c'est qu'elles permettent aussi, en voyant qui y accède, de retrouver plus facilement les criminels. Donc, c'était plus vrai en matière de terrorisme, c'est-à-dire que les services enquêteurs préféraient ne pas faire disparaître trop vite les sites d'apologie du terrorisme pour retrouver plus facilement des réseaux. Mais ça peut être également vrai en matière de pédocriminalité. Ouais. Alors j'ai manqué un petit peu à tous mes devoirs, Pierre Bessac, c'est que j'ai toujours dit tout de suite, dit bonjour Pierre. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es porte-parole du Parti Pirate et puis tu es surtout. Alors je ne connais pas en fait la société exactement, mais tu es un professionnel de l'internet, des DNS notamment, enfin des infrastructures internet en Europe. Oui, Voilà, un donc petit peu, ouais. donc si vous avez des questions techniques, vous avez vu que vous pouvez aussi Merci. et J'ai usé mes fonds de culotte sur les débuts de l'internet, on va dire, ouais. et puis on a Bernard Benamou qui est secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, qui d'ailleurs c'est lui qui m'a fortement invité à lire
ce super dossier du Monde sur l'influence et le lobbying qui tournait autour de ce projet de loi. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fadila, bonsoir à tous. Bonsoir à Pierre que je Bonsoir croise Bernard. de nouveau, et bonsoir à Jérôme que j'ai plaisir à voir ici. J'ai vu qu'il y avait Jérôme Colombin qui nous écoutait, qu'on salue effectivement. Voilà, et effectivement, oui, je pense qu'il est important, Pierre a évoqué, je dirais, les stratégies techniques qui ont été mises en place, mais il est important aussi, et c'est ce que soulignait l'article du Monde, le dossier du Monde d'ailleurs, qu'il est important de comprendre quels sont les enjeux, stratégies industrielles, voire stratégies politiques qui peuvent être déployées par la Commission et par les groupes qui ont essayé effectivement de pousser ce projet, qui est très controversé au sein de la Commission elle-même. Le représentant, je dirais, des organismes de type CNIL, c'est-à-dire donc le protecteur des données, a eu l'occasion d'exprimer sa grande inquiétude par rapport à ce projet, dans la mesure où effectivement, comme l'a dit Pierre, c'est une remise en cause des fondamentaux de l'Internet. Et je précise que c'est loin d'être une notion nouvelle. Et comme nous sommes quelques-uns ici à être des anciens, des historiques de l'Internet, je rappellerai que depuis très longtemps, les gouvernements aux États-Unis et en Europe ont envisagé ce genre de mesures. Pour les plus anciens d'entre nous, je me souviens par exemple de Clipperchip qui avait été proposé. Alors Clipperchip, c'était une puce dont le chiffrement aurait été directement mis à disposition de la NSA dans chaque ordinateur aux États-Unis. Donc c'était une initiative qui a été littéralement embrochée par le droit constitutionnel américain, en particulier le premier amendement, donc qui protège la liberté d'expression et qui heureusement n'a pas pu voir le jour. Mais je dirais que la tentation par des acteurs à la fois industriels et politiques de mettre en place ces portes dérobées, donc en anglais on dit mandatory backdoor, donc des portes dérobées obligatoires, cette tentation elle est très ancienne, puisque ce dont je vous parlais là remonte au milieu des années 90 déjà. Donc vous voyez, c'est pas récent du tout. Donc par définition, aujourd'hui, on a une pression politique de plus en plus grande par rapport à ce qui est, comme l'a rappelé là encore Pierre, une demande légitime des gouvernements et des opinions publiques d'essayer effectivement de limiter la pédopornographie, de limiter les crimes autour effectivement de cette diffusion, d'une part d'usage et de la création et de la diffusion de ces contenus criminels. Mais il est vrai effectivement que l'arbitrage, et c'est là où ça devient plus compliqué que ça n'en a l'air, l'arbitrage entre la protection des mineurs, aussi bien effectivement par rapport à l'accès à des ressources inappropriées qu'effectivement plus encore par rapport aux activités criminelles, et effectivement la protection de la liberté, c'est un arbitrage compliqué. C'est-à-dire que quand on discute effectivement de ces notions, on en parle beaucoup par exemple pour l'accès des mineurs à des contenus non pas pédopornographiques mais simplement pornographiques. C'est une question qu'on aborde depuis les débuts de l'Internet et sur lesquelles, pour l'instant, aucun gouvernement, on en a parlé à plusieurs reprises ces derniers temps, n'a eu effectivement d'action qui ait été véritablement couronnée de succès dans ces domaines. Mais pour en revenir effectivement à ce projet de la Commission, je rappellerai ça, je crois pas que ça a été dit. Je suis arrivé malheureusement un peu après votre début de discussion. Je crois pas que ça a été dit. Apple a eu l'occasion d'expérimenter cette technologie de scanning, enfin de scan des terminaux, et s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc il faut déjà se rendre compte. Vous avez évoqué, Pierre et Fadila, le risque de faux positifs qui peut avoir un impact désastreux sur la réputation d'une personne. Un peu comme l'IA aujourd'hui peut halluciner, c'est le terme. L'IA va halluciner en associant des gens à des activités criminelles alors qu'ils sont absolument pas concernés. Et ça s'est vu aux États-Unis. Eh bien, par définition, une IA qui ne serait pas totalement performante et qui déclarerait un faux positif sur une personne peut détruire sa vie. Donc, on se rend bien compte effectivement que là, c'est extrêmement important. Mais pour revenir effectivement au danger, je dirais, Pierre parlait, et j'ai beaucoup aimé aussi effectivement la notion de perquisition permanente, ou en tout cas d'intrusion permanente, ce qu'on a évidemment découvert, ou en tout cas dont on a pu découvrir l'ampleur à l'époque de Snowden, donc il y a 10 ans, mais je dirais quand même que les réseaux d'écoute massifs datent du téléphone, datent pas du numérique moderne. Je veux dire, Échelon est une chose qui date si ma mémoire est bonne, du milieu des années 70. Donc on n'est pas du tout dans l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais il est vrai que les technologies que nous utilisons aujourd'hui, réseaux sociaux, moteurs de recherche et autres, cloud, ont amplifié dans des mesures
que nous ne connaissions pas auparavant, la capacité de stockage total, de surveillance totale des individus. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est vraiment un niveau d'intrusion dans la vie des gens qui est effectivement sans équivalent. Et si, au nom effectivement d'une lutte légitime contre des criminels, on fait que chaque citoyen devient une cible, devient un suspect potentiel, alors nous changeons de régime. Alors nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes, et malheureusement les exemples abondent dans le monde de sociétés comme la Chine, comme la Russie, comme beaucoup d'autres, qui ont décidé effectivement d'utiliser le réseau à des fins de contrôle, de sanctions, de répression contre les individus et surtout contre les risques de dissidence politique. Et donc, par définition, je dirais que nous devons aller, comme disent les législateurs quand ils abordent des textes compliqués, ils disent on doit y aller avec une main tremblante. Je pense qu'on doit y aller avec un code tremblant. Et je pense que ceux qui iraient de façon radicale et rapide, et aidés en cela par des groupes dont on parlait récemment, comme Palantir, qui a été un des acteurs qui promeut ce genre de solution, et pour son bien propre, puisqu'il serait un des premiers bénéficiaires de ce genre de technologie à l'échelle internationale, par définition, ce serait prendre un risque considérable sur, je dirais, la transformation de l'Internet moderne en tout à fait autre chose, et des démocraties en des régimes, comme dirait notre ami Shoshana Zuboff, dans son excellent ouvrage sur l'âge du capitalisme de surveillance, on irait vers effectivement un système de surveillance généralisé, plus encore qu'il n'est aujourd'hui, et on peut déjà s'en inquiéter. Et donc je crois que c'est ça, je veux dire, la réflexion qu'on doit avoir n'est pas que technique, elle est bien politique, stratégique et industrielle. Voilà, j'ai été très long, je suis désolé, Fadila. Écoute, je te remercie. En fait, tout à l'heure dans l'introduction, tu as juste manqué j'étais en train j'ai dressé en fait tout simplement j'ai fait une longue introduction pour dresser un petit peu le tableau. Et je veux rappeler juste un chiffre quand même. 70% des enfants européens âgés de 9 à 16 ans ont été exposés involontairement à des images à caractère pornographique en ligne. C'est un chiffre qui est assez énorme. Ah, mais c'est effrayant, mais si je peux me permettre, Fadila, oui. je crois qu'il est dangereux dans notre discussion de mélanger les deux sujets. La pédopornographie est un sujet, l'accès à la pornographie est un autre sujet avec... Je t'en prie, Fadila, excuse-moi. D'accord, voilà. Non, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent et je pense que c'est aussi important que de dire qu'on n'est pas en train d'évincer, on va dire, cette problématique. On l'a bien prise en compte, mais qu'aujourd'hui, on est en train de parler en fait de ce projet de loi et justement à la fois de son contenu et de sa portée. Et donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas forcément saisi les points techniques qu'on a pu utiliser, que ce soit concernant l'intrusion dans la vie privée, les faux positifs ou les portes dérobées, n'hésitez pas à poser des questions, même si vous avez affaire à des personnes qui effectivement sont, comment dire, pointues sur le sujet. J'ai envie quand même qu'on fasse, justement par rapport à ce règlement, prendre déjà un point concernant en fait le lobbying, qui était justement relaté dans l'enquête de Le Monde. Est-ce que si on faisait un petit peu l'avocat du diable quelque part, on va dire bon, est-ce que finalement c'est assez logique que les commissions posent des questions à des industriels sur la faisabilité? C'est pas quelque chose qui est totalement illogique. Ou ça vous choque? Ah, tout est dans la manière de poser la question. Pierre peut-être a envie de répondre. Non, excuse-moi Bernard, mais ce que je voulais juste pointer, c'est un peu une évidence, mais je pense que il y a des vendeurs de rêves en fait technologiques qui font miroiter à des politiques, pas forcément incompétents, hein, je veux dire, mais qui ont envie de se laisser tenter en fait pour tenir leurs promesses. Et il y a régulièrement des systèmes technologiques qui sont promus, qui sont vendus entre guillemets aux législateurs sur le papier et qui ne tiennent pas leurs promesses ensuite. Donc c'est
Enfin, on peut comprendre la volonté du politique de soutenir et d'aider à développer certaines industries, mais il faut pas que le politique soit naïf aussi et croit toutes les promesses qu'on lui fait. Donc, ça nécessite un minimum de culture technologique pour savoir où on en est, en fait, sur les possibilités réelles de la Ouais. technologie. Mais Bernard, tu voulais réagir déjà à cette question? Non, mais disons, je continuerai par rapport à ce que vient de dire Pierre, en ayant en plus, quand on regarde les différents dossiers, je précise que Le Monde en a fait un qui était bon. Il y a eu un autre article par un réseau de journalistes des Balkans. C'est assez étonnant, mais avec un très bon niveau de recherche et d'investigation, qui montre en plus que ce sont essentiellement des industriels extra-européens. Et donc, en plus, pour la Commission, il y a un autre risque, c'est de favoriser effectivement, je dirais, des industriels qui ne sont pas issus de l'Union européenne. Donc, comme on en a déjà beaucoup parlé pour les clouds, comme on en a déjà beaucoup parlé à plusieurs reprises ces derniers temps, il y a un risque, je dirais, de perte de maîtrise par rapport à ces sujets. Et ce sont des sujets vraiment qui ne permettent pas, enfin, qui ne permettent pas l'approximation. Pierre rappelait, en le disant gentiment, j'ai remarqué que Pierre était diplomate, en disant des... J'essaye de faire des progrès. non, c'est entre nous, euh, sur le fait que les politiques ne sont pas forcément techniquement compétents. Et donc, il est facile pour des lobbyistes d'agir effectivement dans ces domaines en ayant en face d'eux des gens qui ne savent pas les conséquences ultimes que peuvent avoir ces choix technologiques. Et donc, c'est vrai que là-dessus, il y a je dirais, il y a une porte qui s'est entrebâillée. Il est encore trop tôt pour savoir si effectivement ce projet obtiendra gain de cause. Je ne l'espère pas, mais je ne le pense pas non plus. Je pense que les réactions risquent d'être quand même assez brutales, un peu comme on l'a vu quand il a été question, par exemple, par certains parlementaires de supprimer les VPN. Il y a eu quand même une réaction assez claire des acteurs des technologies par rapport à ça. Je crois qu'effectivement, on est, on est dans une phase où il y a une demande politique, une demande démocratique, une demande des opinions publiques qui est forte. Et donc, c'est vrai que c'est le moment de fragilité de la part d'une institution comme la Commission, dont on sait qu'elle est traversée par de nombreux, je veux dire, groupes de pression, lobbyistes, etc., avec des moyens colossaux qui peuvent être déployés. Je veux dire, les moyens de lobbying des plateformes qui se sont exprimées dans le cadre de ce projet sont infiniment supérieurs aux moyens actuellement consacrés dans l'Union européenne à la lutte contre la pédopornographie. Donc, on voit bien effectivement qu'on est dans une toute autre échelle. Et donc voilà, donc je crois que c'est important de se rendre compte que là, il y a un enjeu qui est effectivement compliqué. Et c'est vrai que les politiques sont pas toujours formés, que, on va le dire aussi. Pierre, par exemple, disait tout à l'heure, les moyens techniques nécessaires pour casser le chiffrement sur les systèmes de messagerie de bout en bout sont complexes. Eh bien, même là, on pourrait discuter, parce que les Américains, on l'a vu avec justement Snowden et l'affaire de la NSA, ont volontairement affaibli les protections des algorithmes de chiffrement. Je ne vais pas être trop technique pour pas embêter tout le monde ce soir. Je ne vais pas parler de courbes elliptiques, non, je ne parle pas. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué et qu'effectivement, le rêve de ces agences de renseignement américaines, par exemple, ça a été dit par le patron de la NSA à une époque, c'était de tout capter, de tout stocker. Pas uniquement, comme le disait Pierre justement, dans le cadre d'enquêtes ciblées, etc., mais d'avoir tout et de pouvoir traiter ex post, donc une fois que les données sont stockées, de pouvoir tout traiter pour pouvoir aller effectivement rechercher tel ou tel, analyser rétrospectivement les communications de tel ou tel. C'est ce que fait Palantir auprès de toutes les agences de renseignement, CIA, NSA, FBI, Joint Chief of Staff, enfin tout l'appareil militaro-industrialo renseignement américain est utilisateur de ces technologies de Palantir. Et donc, étendre ça à l'échelle mondiale, avec en plus le blanc-seing donné par les gouvernements au nom d'une cause noble, qui est la lutte contre un phénomène qui fait quasiment unanimement frémir tous les gouvernements du monde, parce qu'en gros, il y a peu de gouvernements qui peuvent dire qui veulent être laxistes par rapport à ces questions. Donc c'est normal, mais là encore, avec un danger, un risque de faire ce qu'a dit très bien un grand expert d'ailleurs de la cybersécurité, qui s'appelle Bruce Schneier, qui avait dans un livre avec un joli titre qui s'appelait Data et Goliath, qui disait le danger de créer ces portes dérobées, c'est que nos données, sous-entendu les données des pays occidentaux, valent plus cher que leurs données, c'est-à-dire les données des gens qui veulent nous attaquer.
ou qui veulent effectivement affaiblir nos démocraties ou les attaquer pour des raisons idéologiques, extrémistes et autres. Et donc, quelque part, en créant ces portes dérobées, on crée l'occasion pour des groupes de pression, des pays étrangers hostiles, de nous attaquer globalement, c'est-à-dire d'avoir accès à l'ensemble de nos données. Donc ce serait quand même un contresens absolu que d'imaginer qu'une mesure prise pour protéger les enfants et pour protéger effectivement la société contre des crimes euh, abjects ne devienne l'outil de vulnérabilité de nos démocraties par rapport à toutes les tentatives d'intrusion, de manipulation, de chantage, de pression sur les pays occidentaux. Oui, Ce serait insupportable de voir qu'on a ouvert la porte à ça. Voilà, c'était mon idée par rapport à ça. oui, et on peut aussi dire aujourd'hui que, in fine, la Commission européenne est entrée dans une forme de facilité par un solutionnisme technique Mhm. d'une entreprise qui arrive et qui dit bah, vous avez un problème qui est colossal, vous n'arrivez pas à y répondre, votre système judiciaire n'y arrive pas, vos campagnes de sensibilisation, ou même, parce qu'on peut parler aussi des politiques, alors, vers l'éducation nationale, il y a eu tout un débat sur le genre et sur l'éducation sexuelle et compagnie, qui fait également politique. Nous, on arrive avec une solution IA et on contrôle tout. Voilà, c'est un peu ce qui est le résumé entre Et autres. c'est clairement ça. C'est clairement ça. Une idée. Le solutionnisme, c'est le terme qui a été inventé par Yevgeny Morozov dans son ouvrage, enfin dans ses ouvrages. Et effectivement, je pense que c'est un danger qui nous guette à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça nous guette pour la transition écologique, ça nous guette pour la lutte contre la criminalité, ça nous guette. C'est-à-dire, l'idée que solutions enfin, que les technologies pourraient apporter des solutions simples, rapides, indolores et sans conséquences, sans effets secondaires, comme on parle en médecine, dans ces domaines, c'est une idée toxique, vraiment toxique. Donc je pense que aujourd'hui, il faut se dire, oui, on n'a pas réussi à avoir une solution miracle par rapport à certains des maux qui affectent nos sociétés, mais créer des maux encore plus grands pour en résoudre d'autres, ce serait effectivement le principe effectivement du danger à tiroir et de la fausse bonne idée qui devient effectivement une catastrophe à l'arrivée. Donc je crois effectivement qu'il nous faut être très 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 prudent. Et je parlais tout à l'heure d'Apple qui a refusé, après avoir longuement testé ces solutions, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une brèche pour eux d'un point de vue industriel, dans la confiance que les utilisateurs pourraient avoir dans les dispositifs qu'ils mettraient à disposition auprès d'eux. Et donc c'est vrai effectivement que tant d'un point de vue industriel que d'un point de vue démocratique, c'est pour ça que je vous disais que je ne suis pas totalement pessimiste par rapport à la situation actuelle. Je dirais que les groupes de force par rapport à ça ne sont pas, vous voyez, à diviser en deux entre d'un côté des industriels et de l'autre côté la société civile. Non. Dans ce cas-là, on pourrait être très inquiet et très pessimiste. Mais là, il y a de vrais enjeux industriels parce que certains comprennent très bien que si on remet en cause durablement la confiance à l'échelle globale, aussi bien dans les terminaux que dans les infrastructures techniques du réseau, c'est toute l'industrie qui pourrait effectivement basculer et qui pourrait effectivement en être affectée durablement. Et donc, globalement, je pense qu'il y a un rééquilibrage des forces qui est à l'heure actuelle. Mais quand tu parles de confiance, Mhm. on peut dire aussi qu'aujourd'hui, c'est aussi la confiance vis-à-vis de la Commission européenne. C'est notre confiance vis-à-vis de la Commission européenne qui est un peu ébranlée parce que à la lecture de l'enquête, cette entreprise-là a eu des accès privilégiés, des données privilégiées, des conversations privilégiées également avec la En se commissaire. faisant passer pour ONG. C'est ça le pire. C'est qu'on C'est a ça. des organismes qui agissent sous faux drapeau, vous voyez. C'est-à-dire qui se présentent comme étant des acteurs neutres et impartiaux, mais qui en fin de compte sont le faux nez d'acteurs technologiques qui, eux, derrière, ont des mastodontes en termes d'investissement et de perspectives de projet. Donc c'est vrai, effectivement, je ne vais pas faire le procès de la commission, je veux dire, ce serait tellement simple. Je dirais, puisqu'on a tous un peu de mémoire par rapport à ça, il y a eu des périodes infiniment plus graves. Souvenons-nous de la commission Bangemann qui avait dû démissionner en totalité, de certains conflits d'intérêts qui ont été révélés par rapport à certains commissaires ou patrons de l'exécutif européen dans le passé.
il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'institution qui soit pure et parfaite, pas plus aux États-Unis qu'en Europe, mais il se trouve que là, il y a un problème d'opacité dans le fonctionnement de la commission qui devra être résolu. On en avait parlé, je me souviens, lorsqu'il avait été question de la nomination de Fiona Scott Morton donc, à la DG Concurrence. Je pense qu'il est important que l'exécutif européen gagne en transparence parce que là, clairement, ce fonctionnement autour du lobbying est malsain. Et je dirais que le fait qu'il y ait parution sur parution ces derniers temps par rapport à ces questions, un peu comme Fiona Scott Morton, puisque pendant longtemps c'était passé en dessous du radar, là maintenant ça passe dans la zone visible des médias, avec un vrai débat, de vrais arguments, y compris techniques. Je pense qu'il faut que les citoyens s'en saisissent parce que, je veux dire, je pense que quelque part, on les a tenus à l'écart du débat. C'est clairement inacceptable dans un exécutif démocratique, d'une entité démocratique que se doit être l'Union européenne. Alors, les citoyens, certes, mais pas que, parce que là, par exemple, sur ce dossier, beaucoup d'associations, et on peut tout à fait le comprendre, hein, dans une lutte tout à fait légitime pour protéger les enfants, semblent aller en fait, semblent abonder ou aller dans ce sens-là, effectivement, de contrôle, d'identification, de traces, je dirais, des contenus dans les messageries. Pas toutes, hein. Alors pas toutes. C'est assez partagé en fait. Enfin, c'est même, il y en a il y a quand même énormément d'associations, y compris qui veulent de défense des enfants, qui sont quand même contre les mesures proposées. J'ai vu un document sur la question. Donc c'est pas, il y a vraiment pas d'unanimité de ce côté-là, même parmi les gens qui veulent des mesures fortes pour protéger les enfants. Ok. Et est-ce que vous peut-être un mot parce que j'ai bien aimé la phrase de Bernard sur la toxicité du technosolutionnisme. Juste une anecdote par rapport à Apple. Effectivement, ils étaient partis sur leur système de détection d'images déjà connu. Il y a eu un énorme tollé aux États-Unis, ça doit faire environ 2 ans, je crois. C'était à peu près les mêmes idées hein, derrière. Apple a fini par abandonner devant le tollé, mais on a appris récemment qu'en fait, même au sein d'Apple, il y avait une grosse controverse. J'ai appris ça, enfin, j'ai vu l'article qui circulait il y a peut-être 2-3 semaines. On a appris en fait qu'il y avait également au sein d'Apple, parmi les ingénieurs, il n'y avait pas de consensus non plus en fait. Donc ils ont laissé tomber pour ces raisons-là, parce qu'ils estimaient que leur système n'était pas suffisant pour garantir le respect de la vie privée. Et comme c'est une de leurs lignes principales, voilà, j'en profite pour dire aussi bonjour à Jérôme Colombin. Il vous a fait un salut tout à l'heure. D'ailleurs, s'il souhaite intervenir, il est évidemment le bienvenu, et vous l'êtes tous d'ailleurs. Je vais prendre une réaction de Kobayashi. Alors, il en a eu deux. Il y en a une que je vais laisser pour tout à l'heure. C'est Bernard qui fume une cigarette électronique. Pardon, je suis désolé. C'est très mal. J'ai été trahi. Surtout que je connais pas en fait tes moyens techniques sonores, mais en tout cas nous on leur entend bien. Ah, je promets de ne plus le faire. Promis. C'est pas grave. Kobayashi qui nous dit donc pour les moyens de chiffrement, nous avons aujourd'hui, y compris en France, des outils capables d'être bien plus véloces pour déchiffrer ces flux ou données chiffrées, soit par des attaques frontales, soit par des moyens détournés. Je sais pas si tu souhaitais réagir à cela, Pierre. Bah oui, enfin il y a des moyens de réduire l'espace de recherche, hein, on va dire, enfin d'accélérer la recherche en exploitant des failles dans les protocoles de chiffrement. Après, je suis pas super spécialiste de la question, mais il est également possible, effectivement, en mettant le paquet sur une connexion particulière ou des clés particulières, de casser une conversation qu'on sait particulièrement importante, à condition qu'elle soit pas trop protégée, parce que de toute façon, il est toujours possible d'avoir une guerre aux armements technologiques pour avoir des clés de plus en plus longues. Donc il y a des clés qui de toute façon sont quasi impossibles à casser. Mais effectivement, il est possible de faire des attaques ciblées sur les moyens qu'on utilise couramment. Mais l'idée de déployer du chiffrement largement, c'était d'empêcher une attaque généralisée. On peut encore faire des attaques ciblées avec des moyens gouvernementaux, des moyens suffisamment
puissant. Il y avait aussi l'ordinateur quantique qui théoriquement pourrait permettre de casser du chiffrement. Donc il y a déjà des parades contre ça qui commencent à apparaître. Mais en fait voilà, l'idée c'est de dire on peut casser une connexion particulière si vraiment les enquêteurs, les services de renseignement ou autres en ressentent la nécessité, mais on peut pas casser les connexions de tout le monde tout le temps. Ça coûterait trop cher. Je ne sais pas si Kobayashi pourra me dire si j'ai bien résumé la question. Bah si, il peut, il aime bien nous écrire en général. Il pourrait te répondre en fait. Alors, on a parlé effectivement de ce lobbying autour du projet de règlement européen. Nous avons parlé dès le départ en fait de cette problématique concernant l'analyse des contenus par cette fameuse IA, que ce soit par cette entreprise ou par une autre, mais dans le fait, donc je reprends ton terme, de perquisition permanente, c'est-à-dire de contrôler tout le monde. Dans cette proposition de loi, il y a, dans les propositions, il me semble, donc peut-être pas la loi, il y a aussi d'autres éléments, mais qui sont pas aujourd'hui débattus très fortement. Notamment, c'est la microtransaction. C'est-à-dire en fait le contrôle, on va dire, ne serait-ce que par le fait d'utiliser une carte bleue pour pouvoir accéder en fait à des contenus pornographiques, il me semble, Ah oui, sur l'accessibilité. alors, le problème, c'est que la carte bleue ne serait utilisée que face à des sites légaux, qui effectivement sont de plus en plus ciblés, on en parle de plus en plus ces derniers temps, mais il faut bien, et Pierre tout à l'heure évoquait le fait que les acteurs de la pédopornographie pourraient aller vers d'autres réseaux, ils y sont déjà. Ils y sont, bien sûr. C'est-à-dire que pour l'essentiel, je dirais, il y a des idiots, comme on a pu le voir aux États-Unis, où quelqu'un avait stocké sur son compte Gmail et sur son cloud Google des images pédopornographiques. Ça, c'est malheureusement l'exception, parce que ce serait tellement simple que d'aller effectivement scanner sur un espace cloud d'un grand provider. La plupart du temps, ils prennent des précautions autres, ils utilisent des réseaux chiffrés de nature beaucoup plus, je dirais, secrète. C'est toute la discussion autour du dark web. Et donc, par définition, effectivement, il faut bien comprendre que les réseaux d'échange pédopornographiques sont parmi les utilisateurs les plus pointus des solutions de sécurité et de chiffrement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout ni sur WhatsApp, ni, je veux dire, ils peuvent l'être à des fins de discussion, mais en termes d'échange de fichiers, c'est en général des solutions autres qui sont envisagées. Là, le danger, effectivement, tel qu'on l'exprimait, c'est effectivement qu'une fois que les terminaux ont téléchargé des fichiers, on viendrait scanner le terminal, quelle que soit la méthode utilisée pour obtenir le fichier. Et donc, c'est vrai que plutôt que de s'attaquer à ces réseaux assez complexes et assez difficiles à démanteler, on irait directement sur le terminal avec toutes sortes effectivement de systèmes d'analyse. Donc, on évoquait effectivement cette notion de hash, c'est-à-dire de découvrir à partir d'éléments significatifs d'un fichier, de découvrir quels sont les utilisateurs et les terminaux qui peuvent le détenir. Voilà, ce sont des systèmes complexes. Il faut bien en avoir ça à l'esprit. Et il est vrai que le but, quelque part, de toutes les autorités de police dans le monde, c'est non pas simplement de repousser vers des zones extrêmes, mais de rendre plus difficile le fait, effectivement, de pratiquer ces échanges. La question est-ce que, au nom de cette lutte légitime, on va affaiblir l'ensemble des sécurités de la totalité des utilisateurs, des 5 milliards, je crois, ou un peu plus, d'utilisateurs de smartphones dans le monde, ce serait effectivement quelque chose de potentiellement infiniment plus grave que la cause que l'on est censé combattre. Et c'est surtout que là, ce que tu soulignais aussi, qui est très important, c'est que il y a ce qui concerne en fait les sites, on va dire officiels, qui sont quelque part connus, et puis après c'est les contenus, soit qui circulent dans le dark web, soit en tout cas qui circulent dans tout ce qui est messagerie. Oui. Voilà. Et c'est effectivement des éléments qui sont différents. Alors, je vais y arriver. Kobayashi qui nous a rejoint, je pense que c'était pour compléter son intervention. Bonsoir. Kobayashi. Oui, bonsoir. Voilà. Désolé.
Oui, non, c'était pour répondre à Pierre, effectivement, sur le fait que, oui, on n'en est pas encore, effectivement, sur l'interception généralisée massive. Cependant, les éléments techniques qu'on obtient aujourd'hui, nous en labo, en test, etc., sur des clusters relativement petits, on a une douzaine de nouvelles cartes d'extension qui sont basées en fait sur des processeurs photoniques, pour faire simple, qui sont en fait des processeurs qui se basent sur des effets de lumière et pas sur des effets électroniques, comme on a sur les processeurs actuellement. Et sur ces machines-là, en fait, sur ces extensions-là, on arrive à avoir des résultats qui sont de l'ordre, on va dire, de 750 fois plus puissants que ce qu'on peut obtenir sur un GPU classique. Et donc, du coup, on commence à atteindre des situations un peu problématiques où on pourrait envisager d'avoir des fermes beaucoup plus grosses spécialisées dans ces interceptions-là. D'accord, merci, ça, c'est très intéressant. C'est la course aux armements entre les chiffreurs et les décrypteurs qui se Exactement. poursuit. Exactement. Bah, merci beaucoup pour ce complément. J'avoue que j'ai pas tout compris, mais si Pierre a compris, c'est tant mieux. Je Ouais, en gros, réécouterai. avec la loi de Moore et toutes les évolutions technologiques, on arrive donc des clés qui étaient tranquilles, des clés de chiffrement qui étaient d'une taille, parce que en gros, plus la clé est de grande taille et plus le calcul pour la casser est compliqué et surtout long. Donc en fait, des clés qui auraient été parfaitement sûres il y a 30 ans sont dépassées. Et donc les moyens parce que avec la loi de Moore et l'accélération des moyens de calcul, on peut casser des clés de plus en plus longues au fil du temps. Donc en fait, les cryptographes savent que à un instant T, protéger une information avec les moyens, par rapport aux moyens du moment, ne sera pas une protection éternelle. On sait qu'au bout de 30 ans, la clé sera potentiellement vulnérable, donc il faut toujours prévoir ça si on veut résister au temps qui passe, quoi. Voilà. Donc c'est assez compliqué de trouver des compromis Oui, corrects en la matière. j'aurais un petit complément par rapport à ça. Alors, je promets de ne pas être ennuyeux, Fadila, sur les aspects techniques, mais malheureusement, il faut quand même un peu rentrer dans le détail. Le problème des systèmes de chiffrement, c'est que la mathématique, je vais pas être long, la mathématique de chiffrement, telle qu'on la connaît, et ça Pierre l'a rappelé, Et quand tu effectivement, dis je vais pas être long, je sais pas pourquoi, mais je tu te crois. méfies, tu te méfies, tu as raison, tu as raison. Non, je veux dire, J'ai le même défaut. surtout quand les politiques le disent, en général ça part mal, mais je ne me considère pas encore politique. Non, euh, le problème c'est que la clé pour être valide, et là je ne parle pas des évolutions à long terme vers le quantique qu'évoquait effectivement Pierre, qui pourrait totalement faire basculer ces questions dans les années à venir. D'ailleurs je précise que Google a déjà surchiffré, c'est comme ça qu'on dit maintenant, l'ensemble de ces archives pour résister à des attaques quantiques. Donc déjà on voit déjà les problématiques de fond qui vont se poser dans les années à venir. Mais aujourd'hui même, et c'est aussi l'une des conséquences de l'affaire Snowden, on s'est rendu compte que la création de la clé que l'on croyait aléatoire ne l'était pas tant que ça, du fait de normes qui ont été imposées par la NSA au niveau des standards internationaux. Et c'est là où effectivement il y a eu effectivement toute cette levée de bouclier des spécialistes de la sécurité en disant, en faisant ça, c'est-à-dire en affaiblissant le côté aléatoire de la clé, parce que même si votre système est mathématiquement sain, si la clé qui a été créée peut être retrouvée en utilisant moins de force brute, c'est comme ça que disent les spécialistes, parce qu'effectivement elle n'est pas totalement aléatoire, alors on crée une vulnérabilité. Et donc, même si on a des clés très très longues, mais que quelque part l'algorithme qui a permis, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'elliptic curve, la courbe elliptique, parce que c'était justement ça que la NSA a souhaité affaiblir, elle n'a pas affaibli la mathématique de crypto, mais elle a affaibli la création de la clé, la génération de la clé, et c'est à ce moment-là, effectivement, que les agences de renseignement ou des groupes criminels peuvent effectivement pénétrer des conversations parce qu'ils ont détecté cette faiblesse dans l'algorithme de chiffrement de création de la clé. Et donc, par définition, penser qu'aujourd'hui, toute, toute l'architecture de sécurité de l'Internet est équivalente partout, non, elle ne l'est pas. Et ce que nous a appris Snowden, c'est que des agences de renseignement pouvaient, à des fins qu'elles jugeaient légitimes pour elles, affaiblir l'ensemble de la sécurité de l'Internet dans son entier. Ce qui est en soi un vrai problème, à la fois industriel, économique et
démocratique, puisqu'effectivement, ça rend les échanges vulnérables à moindre frais, là où effectivement il aurait fallu, tout à l'heure, pour les plus longues des clés, on parle de dizaines, centaines, milliers d'années de calcul intensif. Non, quand il est question effectivement de ce genre de pratique, c'est là où on parle de se tirer une balle dans le pied pour les démocraties. C'est-à-dire qu'on affaiblit à des fins de recherche criminelle l'ensemble de notre architecture de sécurité. Et là, c'est vraiment pour un grand risque pour l'avenir. Ouais, on est à un moment crucial. Je vais revenir là-dessus, mais comme j'ai vu que Kobayashi souhaitait réagir, je vais lui céder la parole et je poserai ma question après. Kobayashi? Merci, Philibert. Oui, je voulais réagir sur ce que disait Bernard. Effectivement, c'est très juste. Non seulement on a technologiquement des escalades à l'armement, comme disait Pierre, mais en plus de ça, on a des contraintes légales qui ont été forcées à l'intérieur des équipements techniques, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels, qui font qu'on peut affaiblir ces chiffrements-là. Et c'est pour ça que, à mon sens, la solution technique et la solution technologique sur cette question-là spécifiquement, avec cette course au chiffrement de toutes parts, elle va devenir caduque, puisqu'à un moment donné, le législateur va finir par mettre les holà et dire on arrête. Et malgré l'opposition, je pense qu'on va avoir le problème de l'État qui essaye de finalement justifier ce holà et justifier à peu près tout et n'importe quoi au travers des questions comme on a pu les voir là ces dernières semaines. Ouais, enfin, je suis mitigé là-dessus parce que on peut pas, le législateur ne pourra pas arrêter les mathématiques en fait. Ça c'est le premier truc. Après, il est vrai qu'en France, jusque dans les années 95, 98, il y avait une interdiction du chiffrement. Hein. Ça a été levé par Jospin en raison justement de l'internet naissant pour permettre la protection des sites, en particulier des sites de paiement, pour éviter qu'on se fasse pirater nos cartes bancaires. Mais c'était donc effectivement, il était illégal d'utiliser du chiffrement en France jusqu'à une certaine époque. Et ça a été heureusement levé. Et on pourrait imaginer que le législateur veuille revenir en partie dessus. Mais ça n'empêcherait pas les gens qui le souhaitent d'utiliser, de violer la loi pour se protéger en fait. Et c'est exactement mon point. C'est exactement ça. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que le législateur pourrait tomber dans la facilité de dire je veux remettre une loi d'interdiction qui interdit à tout citoyen ou à toute personne n'ayant pas la certification nécessaire d'utiliser un chiffrement qui est au-delà de X. Donc ça pourrait s'appliquer aux banques ou aux sites e-commerce, etc. Mais tous les particuliers n'auraient pas le droit d'utiliser au-delà de ce certain chiffrement. Et au final, on serait dans une situation, encore une fois, où on pénalise une majorité de gens pour un comportement d'une minorité de personnes. Et là, on serait effectivement dans une problématique où on mettrait en danger des gens qui n'ont rien demandé parce que d'autres gens ne respectent pas la loi et que de toute manière, ils ne la respecteront pas. Ce serait illusoire, je pense, que les législateurs fassent ça. J'en profite pour dire à Bernard que Maxime lui a posé une question sur Twitter. Je vous laisserai échanger. Justement, moi, je me pose cette question aujourd'hui. Je me demande si à travers ce projet, ça va pousser en fait quelque part la Commission européenne à davantage se positionner, on va dire sa signature dans le sens entre le profit en fait, entre la vision très mercantile des Américains et la vision de l'ultra surveillance à la chinoise, pour prendre des oppositions. L'heure en fait est venue à la Commission européenne de bien définir en fait à la fois la définition qu'elle porte, on va dire, pour la souveraineté, d'une part, mais aussi de se positionner concrètement, parce que face au tollé que ça donne, on va dire, aujourd'hui sur cette idée, on va dire, de pouvoir contrôler les contenus, je pense qu'elle est aujourd'hui quelque part dans un moment assez crucial. Est-ce que je me trompe dans cette impression-là? Vous pensez que c'était Alors je réponds juste, je suis pas suffisamment bien informé des rouages internes à Bruxelles
Donc je saurais pas exactement dire, mais il est clair qu'il y a et pas que sur cette loi-là, hein, il y a aussi les différentes dispositions du Cyber Resilience Act qui sont sur des problématiques totalement différentes. Mais il y a une tendance enfin pas à la surlégifération, mais il y a une poussée quand même effectivement du côté Union européenne à restreindre fortement les lois par rapport aux habitudes précédentes. Bah, c'est sûr on C'est, assiste ouais, à une pluie de réglementation en ce moment. oui. Ah là, il y a toute une série. En plus, avec la fin de la mandature, la fin du mandat, les élections de l'année prochaine, j'imagine que l'Assemblée, les parlements européens souhaitent boucler tout ce qui était en cours. Donc, il y a ça aussi qui doit jouer. Mais effectivement, il y a une tendance peut-être pas la surlégifération, ça c'est un jugement de valeur, mais il y a une tendance à beaucoup de législation en ce moment euh, sur les sujets numériques, puisque c'est devenu quelque chose enfin, plus que central, essentiel dans notre Alors société. oui, Donc, c'est voilà. central. On a énormément de réglementations, mais je crois aussi que là, faut aussi que la Commission européenne se positionne. Et quand je parle de souveraineté, je parle aussi des valeurs démocratiques dont parlait tout à l'heure aussi Bernard. Parce qu'à partir du moment où on légifère dans le numérique, il y a toujours ce ballottement, on va dire, entre ce qui est lié en fait à la sécurité et à la défense aussi de nos libertés. Et ça fait partie de l'ADN. Alors si c'est pas totalement de l'ADN européen, européen, ça l'est au moins en tout cas pour la France, il me semble. Même si on a d'autres débats qui sont sulfureux également en France, mais on l'a vu récemment par exemple dans le numérique avec le VPN. Et on l'a vu aussi avec l'anonymat, on en a parlé d'ailleurs tous les trois récemment. Oui. Voilà. On a eu l'avis de Catherine Deneuve récemment, là, oui. Oui, c'était très intéressant Bref. d'avoir un député quand même s'appuyer. Moi, j'ai rien contre Catherine Deneuve, mais c'est vrai que ça surprend, oui. Moi non plus, mais C'est plutôt la on s'attend reprise pas à ce qu'un député par défende, on va dire, sa position en reprenant, c'est on va ça. dire, effectivement, les propos de Catherine Deneuve sur le numérique. Tu vois, c'est sûr que là, ça interpelle. Mais disons que le législateur français a en général la main plus lourde que l'européen sur ces sujets-là. Et donc c'est effectivement, moi je suis un peu surpris de voir que la législation européenne commence à se durcir aussi. Donc je sais pas trop comment interpréter ça à ce stade en fait. Oui. Et toi, Bernard, tu penses pas que c'est un moment assez important? Et peut-être que justement, ce projet de loi en particulier. Ah, je pense Bernard est en train de répondre aux messages qui sont en ligne, donc peut-être qu'il. Bernard est en train de fumer. Bon, On dénonce. moi Pas du tout, pas du tout. Non, j'étais en train de répondre, j'étais en train de tenter de répondre, Désolé. de répondre à Maxime, je lui ai faisais répondu. Shiva, c'est Voilà, ça. je découvre les plaisirs effectivement des spaces. On est à la fois effectivement amené à répondre en direct et effectivement par texte. Non, je crois effectivement, Fadila, qu'on est Tu commences à connaître un petit peu mon rôle, la personne qui regarde en fait l'audience, où je vois des nouvelles personnes arriver. absolument. Je perçois Voilà. la complexité du job. Mais non, je crois effectivement qu'on est à un moment très, très, très particulier, à plein de niveaux différents, en fait. C'est-à-dire que le politique est obligé de s'en saisir, et on en parle de plus en plus, parce qu'il y a une demande de la société par rapport à ces questions, comme jamais elle n'a existé. Je dirais en plus que le politique est obligé de s'en saisir parce qu'il est menacé lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les risques d'interférence sur les réseaux et on l'a vu aux États-Unis avec Trump, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu en Italie, on l'a vu dans plusieurs pays, y compris en France, où effectivement on a eu des ingérences de la part de la Russie dans le cadre de la campagne de 2016, on s'en souvient, avec le Macron Leaks en particulier. Donc je dirais qu'il y a ce qui diffère avec les années précédentes, c'est qu'on a un niveau de sensibilité qui est à la fois politique, industriel, avec des enjeux industriels comme jamais auparavant, avec des sociétés qui se créent dans ces domaines avec des marchés colossaux, et effectivement une demande sociétale, comme on dit maintenant, Ben ouais. qui est devenue massive. Et donc C'est c'est pour ça vrai que c'est que, la excuse-moi, conjonction des trois. C'est la bien conjonction des sûr, trois qui est nouvelle.
C'est pour ça que tout à l'heure, je rappelais le chiffre aussi, c'était parce que ça fait partie, en fait, des éléments de pression. Quand on dit qu'il y a 70% des enfants européens âgés de 9 à 16 ans qui ont été exposés volontairement à des images à caractère pornographique en ligne, on peut comprendre aussi, enfin, je ne justifie pas, mais qu'il y a une pression sociétale. Voilà, ça c'est le débat que nous avons eu dans les semaines précédentes autour de l'anonymat sur Internet, et donc effectivement la nécessité de déclarer une identité, par exemple, auprès d'un tiers de confiance, mais globalement de ne plus permettre à des enfants, en cliquant oui j'ai plus de 18 ans, et ils sont très nombreux à le faire, pour pouvoir accéder au pire contenu effectivement pornographique. Oui, il y a là-dessus, je dirais, et là je vous en parle d'expérience, pour avoir été au contact de ces questions en tant que responsable dans un ministère, il y a effectivement une absence de réponse claire de la part effectivement du politique, parce qu'effectivement aucune solution satisfaisante n'avait été envisagée jusqu'alors, et que les seules solutions, je dirais à la chinoise, ou dans d'autres pays effectivement des solutions de radicalité extrême n'étaient pas adaptables dans un pays démocratique. C'était effectivement le problème tel qu'il se posait. Et donc oui, effectivement, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout du processus. Et je sais que la CNIL était assez emballée par des solutions effectivement de double anonymat pour la gestion de l'identité pour les personnes qui se connecteraient à ce genre de site, mais ça ne résout en rien, je le précise, en rien, les problématiques dont nous commencions à parler depuis maintenant une heure, autour effectivement de la pédopornographie, parce que l'accès des enfants aux ressources pornographiques est une chose, la lutte contre l'usage qui peut être fait de captation d'images, voire plus. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir sur la pédopornographie, c'est l'usage de l'IA pour créer des scènes pornographiques. Vous savez que souvent, ça a été un débat. Est-ce que le fait de créer une image photoréaliste d'une situation pédopornographique est de la pédopornographie? Eh bien, les magistrats, a priori, ont jugé que oui. Alors même qu'il n'y a pas d'enfants qui ont été effectivement mis à contribution pour les créer. Effectivement, voilà. Oui. Oui, bah du coup, ça rend illégal également les bandes dessinées, les trucs type manga. Voilà. Donc c'est parce qu'en fait, à la base, il s'agissait de protéger des enfants, et en faisant disparaître l'image, l'image de toute façon, elle est réalisée sur la pédocriminalité, mais une fois que l'image circule, l'acte initial reste de toute façon. Et en fait, le problème, c'est qu'on pêche pas, à mon sens, qu'on a tendance un peu à se focaliser sur les images sans penser à la commission des actes qui relèvent d'autres choses, en fait. Et je pense que il y a une des justifications tout à fait légitime, c'est que les images participent à financer les réseaux. Absolument. Et donc à financer la criminalité derrière tout ça. Donc c'est tout à fait normal aussi de lutter contre les images. Mais quand ça devient de la représentation complètement virtuelle, j'ai peut-être échappé là. J'ai peut-être été un petit peu. Oui. Quel type d'images sont ciblées? Les images qui sont fabriquées par l'IA. Voilà. Aujourd'hui, il est très facile, à partir d'un prompt, comme on dit, de créer une image, voire même une vidéo, mettant en scène des enfants dans une situation pornographique, en croisant de multiples images d'enfants et d'adultes dans des situations pornographiques qui vont, à ce moment-là, être fusionnées pour créer une situation qui n'a jamais véritablement existé dans la réalité, mais qui a tous les aspects de la réalité. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut donner lieu à poursuite, parce que on a créé effectivement une image qui est pédopornographique, même si elle n'a pas été générée par le viol d'un enfant tout à fait, dans une situation réelle. Voilà. Et là, on est également sur un élément, je dirais, de souveraineté culturelle. Alors, je vais essayer de m'expliquer, mais parce que je sais qu'il y a quelques années, je me suis offusquée parce que j'ai découvert qu'il y avait un jeu vidéo qui permettait en fait, tout simplement à des joueurs de violer mère et fille ensemble, etc. et tout. Et on m'a expliqué, ah ben non, t'as pas compris, là, c'est un jeu japonais, tu ne connais pas la société japonaise reconnaît en fait le fait de pouvoir assouvir en fait des fantasmes, ce qui permet de limiter en fait le passage à l'acte, etc., etc. Bon,
Et bon, n'étant pas spécialiste de la société japonaise, bon, j'ai simplement écouté. Et je me suis dit, bah, c'est fou parce qu'en fait, ce jeu-là serait interdit, par exemple, en France, alors qu'il serait autorisé au Japon. Ah non, mais qu'il y ait des différences culturelles sur la perception effectivement de ce qui est légal ou illégal, c'est évident. Je veux dire, chaque pays, par exemple, a un âge de ce qu'on appelle en anglais age of consent, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un adolescent est en mesure d'avoir une relation sexuelle avec une personne plus âgée. Et effectivement, les références culturelles sont différentes d'un pays à un autre, c'est évident. Je veux dire, mais qu'il soit conçu comme, enfin, comment dire, le plus petit commun dénominateur soit qu'en dessous d'un certain âge, le fait qu'un enfant ait une relation sexuelle avec un adulte soit considéré comme un crime. Il y a, alors évidemment, des variations d'un pays à un autre, mais il y a effectivement un seuil, alors certains disent 13, 14, 12, enfin, ça dépend évidemment des textes et des régions du monde, mais en dessous de ce seuil, il est évident que tous les pays ou presque sont d'accord sur le fait que c'est un crime. Mais évidemment, il y a une zone je dirais une zone grise entre la conception que nous en avons, nous, pays occidentaux, et celles qui peuvent exister dans d'autres pays. Mais je dirais que c'est une différence qui n'est pas, qui ne remet pas en cause le bien fondé d'une démarche dans ces domaines. Ouais. Ok. Bon, bien, écoutez, moi, sur ce débat, j'ai une question très ouverte. Je ne sais pas du tout si vous avez la réponse, mais est-ce que vous avez des idées, ou vous avez lu des idées qui permettraient de pouvoir répondre en fait quelque part à cette attente sur comment limiter la propagation de contenus pornographiques, et particulièrement, on va dire, sur les messageries, parce que c'est la question, je pense, la plus problématique aujourd'hui, hein. Je vais citer un brevet peu connu dans une enquête qui avait été faite par le New York Times. C'est un brevet de Facebook. Aujourd'hui, la totalité ou presque des appareils qui servent à capter des images ont des défauts invisibles à l'œil nu, mais que des algorithmes de traitement d'images peuvent détecter. Et le brevet de Facebook était de pouvoir, à partir de ces défauts pris et analysés dans une photo, remonter à l'origine et à l'identité de l'appareil qui les a créés. Et donc je me dis que ça, typiquement, c'est une autre piste. C'est-à-dire être en mesure d'associer à partir de l'appareil photo, pour ce qui est de Facebook, c'était sur les téléphones portables, mais je veux dire plus généralement sur l'ensemble des appareils de captation d'images, c'est une des pistes que certains envisagent, mais c'est évidemment pas en soi suffisant. Un défaut sur l'image? Ah oui, absolument. En fait, on va le dire autrement. Chaque appareil photo a des pixels manquants. Oui. Il se trouve que ces pixels, comme ils sont entourés de pixels valides, ne sont quasiment pas visibles par l'œil humain. En revanche, si on fait passer à la moulinette donc l'ensemble de ces appareils, enfin l'ensemble de ces images, on est capable de détecter effectivement qu'elles ont les mêmes défauts, donc qu'elles sont issues du même appareil. Donc on peut. Oui, mais là, ça serait lié à une personne, c'est-à-dire que. D'accord, ok. Remonter à la source, c'est quand même l'un des objectifs des enquêteurs dans ces domaines. Et donc là, l'idée, c'est pas simplement de sanctionner les gens qui vont distribuer ou effectivement répercuter ces messages, mais essayer d'aller éteindre les gens qui créent ces images. Mmh. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Alors je précise que l'article en question, je vais essayer, sans trop perdre de temps, d'aller retrouver le lien de l'article du New York Times, qui est remarquable sur les brevets les plus flippants. Parce que évidemment, ce brevet-là, quand il est appliqué à la recherche effectivement d'images pédopornographiques, il a un consensus majeur. Mais être en mesure de savoir si chacune des photos a été prise par un tel ou un tel sur la planète, ça peut avoir des répercussions dévastatrices sur la vie privée des gens. Parce qu'on peut savoir effectivement qu'un tel était avec un tel à tel endroit pour prendre telle photo, etc., alors qu'il n'apparaît pas sur la photo, mais qu'il l'a prise. Tout ça peut avoir des conséquences potentiellement dramatiques. En sachant qu'il y a des parents aussi, assez inconscients, qui publient des photos de leurs propres enfants,
sûr. qui sont ensuite utilisés par des pédocriminels. Bien sûr, bien sûr. Récemment, j'ai vu passer, je sais qu'il y en a une qui est beaucoup pointée sur le sujet et par une députée, c'était Poupette Kenza, parce que très souvent on voyait ces enfants sans culotte, bon, avec les jambes écartées, etc. Et puis elle mettait ça en ligne. Ah bon, carrément. Ah bah, D'accord. Oh là. non, mais il y a des Ouais. parents, il y a des Parce parents. que à force de prendre des photos de ta vie quotidienne en permanence, à faire 10, 20 snaps par jour, et ben au bout d'un moment, ben ton œil il est plus en fait spécifiquement avisé. Et puis il y a déjà, enfin moi déjà mettre en scène les enfants en ligne, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et mais bon là c'est un avis totalement personnel. J'évite de mettre des enfants en ligne parce que j'estime que bon voilà que ils sont pas en capacité aujourd'hui de pouvoir faire valoir leur consentement. Donc c'est à moi de les protéger. Et ça c'est mon opinion. Oui, mais ça se défend tout à fait. Oui, mais Effectivement. aujourd'hui, tu as des personnes pour qui ça pose aucun souci de prendre des photos Oui. à la piscine ou à la plage avec des enfants qui sont pas Bah, toujours habillés d'ailleurs. ouais, enfin, moi, je suis un peu embêté par ces sujets-là parce que il y a des, enfin, je fais pareil avec mes enfants, hein. Enfin, maintenant ils sont un peu grands, mais j'ai jamais publié enfin, j'ai publié de très rares photos en fait. Mais surtout, en fait, il y a une panique aussi autour de l'idée, la simple idée de diffuser une image d'enfant, même, enfin, dans des situations qui sont ni à la plage, ni rien, ni déshabillés. Et avec la peur aussi qui est soulevée de les voir récupérés par Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, des en fait, réseaux voilà. pédocriminels. Je me demande si ça va pas un Pierre, peu trop loin, mais bon, je peux comprendre aussi l'émotion dans l'absolu, tu as qu'il y a derrière. raison. Hein. Je veux dire, on peut, de toute façon, si on veut te faire, si on veut faire du mal et qu'on veut utiliser ta photo pour faire autre chose, on peut le faire. Je dis juste que Oui, d'être assez attentif par rapport en fait à la nudité, tu vois, de l'enfant. Bien sûr. Voilà. Est-ce absolument, que oui, tu es là, obligé de mettre particulièrement, une on est photo d'accord, de bien ton sûr. enfant Ouais. à moitié nu en public? Bah peut-être pas, quoi, tu vois. Non, Voilà. même habillé, Voilà, c'est ça. j'évite Voilà, parce que C'est sûr. voilà, le problème, c'est, c'est que dans les premiers temps, les gens avaient l'impression que quand ils les postaient, seuls leurs amis pouvaient les voir. Ça, ce n'est vrai que sur certaines boucles de messagerie type WhatsApp, quand c'est effectivement la famille qui échange des photos entre les membres de la famille. Mais c'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, une sorte de laisser aller sur le fait, effectivement, que les gens mettaient sur des ressources ouvertes, c'est-à-dire sur des réseaux ouverts, qu'il s'agisse effectivement maintenant d'Insta ou qu'il s'agisse effectivement auparavant globalement du web, mettaient effectivement des listes de photos et des noms d'enfants, y compris dans des écoles. Moi, j'avais souvenir au début, enfin, dans les années 2005-2010, les écoles mettaient globalement des photos des enfants, des classes, leurs noms, etc. Je veux dire, toutes choses qui pouvaient donner lieu effectivement à de vrais risques. Et quant aux photos personnelles euh, qui étaient mises effectivement à disposition de tous, c'est quelque chose qui peut être très dangereux, évidemment, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'il faut, après, oui, moi, je le vois même au-delà de la pédocriminalité, hein. Pour une simple question de protection de son image et de droit à absolument, l'image, de protection de la vie privée, en fait. Donc, pour moi, c'est un problème, une question générale, quoi, en fait. absolument. Alors, et Mais en plus, j'ai Dan Touch qui, Maestro, TM Maestro Lolo, je sais jamais comment il faut que je l'appelle, dit qu'il y a des IA qui déshabillent les gens sur des absolument, photos. Oui, c'est absolument. Et sûr. ça fait partie. Il y a des actrices d'ailleurs qui ont été soumises à ça depuis très longtemps. Mais maintenant, il y a des gens à qui on peut nuire dans leur vie parce qu'on les inscrit et on les intègre dans des scènes effectivement pornographiques, aussi bien en photo qu'en vidéo. Et il y a d'ailleurs une question, puisqu'on se pose des questions technologiques aujourd'hui. Une question, c'est est-ce que ces IA, dont le but effectivement est d'intégrer des personnes dans des situations pornographiques, spécifiquement dans les situations pornographiques, devraient être interdites ou pas. Et aux États-Unis, pendant un temps, il y avait un vrai débat, même la revue du MIT avait fait toute une série d'articles sur le fait de savoir si ces IA n'étaient pas, entre guillemets, neutres, et que le fait de créer ce genre d'outils ne pouvait avoir que des applications malveillantes pour les individus. Et donc, il y a aussi, dans les textes qui sont en train d'être réfléchis au niveau européen, donc en particulier l'AI Act, donc le règlement sur la régulation des intelligences artificielles, il y aura nécessité évidemment d'avoir des volets
concernant effectivement non seulement les atteintes à la vie privée, mais les atteintes effectivement à la réputation de manière générale au travers de l'IA, globalement. Super, ben écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, mais j'avais presque envie de vous proposer qu'on clôture ce débat s'il y a pas d'autres interventions. Un petit mot juste, c'est que ce que vient de dire Bernard, c'est exactement un des sujets discutés sur la loi sécuriser et réguler l'espace numérique qui va être en séance publique à l'Assemblée à partir du 4 octobre. Il vient de passer en commission à l'Assemblée, donc c'est de là que sortaient les déclarations du rapporteur sur les citations de Catherine Deneuve. Donc il y a toute une partie toute une série d'amendements qui visaient à savoir ce qu'on pénalisait ou non en termes de deepfake, donc d'images, de fausses images pornographiques sur des personnalités publiques ou pas d'ailleurs, n'importe qui. Nous sommes d'ailleurs dans une période extrêmement dense sur le plan des réglementations, mais aussi des amendements et de toutes ces discussions concernant la régulation, la modération sur Internet. On en a fait quelques-uns ensemble le jeudi soir. On va en faire un bientôt, prochainement. La semaine prochaine, ça va être aussi un sacré débat sur la souveraineté numérique, entre autres, mais on a parlé tout à l'heure, on a évoqué effectivement l'affaire Fiona Scott Morton, mais il y a aussi un autre nom qui circule à la Commission européenne avec Florian et Derer, et donc ça pose quand même pas mal de questions concernant, on va dire, qu'est-ce qu'on veut faire aussi de cette Union européenne, comment on recrute, est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que sur certains postes stratégiques, on a des personnes qui ont des affinités avec les big tech qui sont aussi américains, qui sont peut-être qui ont des positions qui défendent peut-être pas totalement, je dirais, l'Europe. Bon, je m'avance un peu beaucoup, mais on va parler de tout cela avec Gilles Babinet, et je pense que Pierre Bessac, Bernard Benamou, vous serez certainement là parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, on va parler de recrutement stratégique à la Commission européenne jeudi prochain. Et ça ne sera pas à 21h30, mais à 20h, voilà, exceptionnellement, parce que voilà, c'est quelques contraintes. Je vous remercie beaucoup, Pierre Bessac. Merci Bernard beaucoup Benamou de m'avoir aussi Fadila, suivi. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi l'ensemble du space. Donc j'espère que ça vous a intéressé et apporté des éléments de réflexion. En tout cas, concernant le sujet, moi je reviens sur ton terme que j'aime beaucoup, cette idée de perquisition permanente. Si on doit lutter aujourd'hui sur les contenus pédopornographique, il faut quand même veiller aujourd'hui à ne pas sombrer non plus dans un solutionnisme qui pourrait porter atteinte à notre liberté, à notre vie privée surtout, que l'on contrôle celles et ceux qui sont suspectés, oui, mais pas nous tous, pas tous, n'est-ce pas? Absolument, Fadila. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis, vous regardez Cache Investigation après, en replay. Il reste une dizaine de minutes, là. C'est exact que j'étais allé voir, j'ai pas vu, mais effectivement. Merci beaucoup, Fadila. Merci à vous tous. Merci également à Kobayashi qui est venu apporter aussi sa contribution. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.